êtes également donc sur cette plateforme d'artisans et de chefs d'entreprise. On le voit, mais aujourd'hui, accompagner, on en reparlera tout à l'heure avec le président de la Chambre des métiers qui va intervenir tout à l'heure dans une vidéo, mais on revient là-dessus, accompagner. Est-ce que c'est aussi ce qu'il faut faire ? Accompagner les artisans. Pour répondre à ce vient de dire Romuald Grondin, c'est au moment de la gestion, dans les problèmes administratifs, financiers, commerciaux. Voilà, tout à fait. En fait, l'idéal, c'est de leur donner accès à toutes les structures, que ce soit organismes de crédit, tout ce qui est financement, assurance, pour avoir les meilleurs tarifs. Et ça leur permet en fait d'avoir une meilleure gestion de leur côté. Jean-Pierre Lajoie, vous êtes donc de l'association des consommateurs UFC Que Choisir à La Réunion. C'est un problème que vous connaissez, puisque vous avez aussi abordé le problème des malfaçons dans les chantiers qui sont livrés. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que ce phénomène est en augmentation ? Bien, je dirais d'abord que pour le consommateur standard, eh bien, le problème est encore plus compliqué que pour une administration. Bon, la région nous dit qu'ils ont des problèmes de malfaçon, mais le particulier, lui, n'a pas les mêmes moyens qu'une administration pour choisir une entreprise, pour vérifier financièrement si cette entreprise est solide, si elle a les bonnes compétences. Ça fait beaucoup de choses à vérifier. Pour des particuliers, c'est difficile. D'où, effectivement, cette recrudescence de malfaçons, de problèmes, d'entreprises qui font faillite auprès des consommateurs standards. D'accord. Alors, on a posé la question, parce que les collectivités sont également touchées par ces entreprises qui, arrivées au milieu du gué, disparaissent, sont en faillite ou en liquidation judiciaire. Et c'est un peu un paradoxe d'ailleurs, parce qu'eux peuvent prévenir cette faillite, mais eux ne peuvent pas à cause du code de marché public. On va voir tout de suite cette question-là avec Monsieur Marouvin, donc qui est adjoint au maire à Saint-Paul, qui est également vice-président du TCO. On lui a posé la question, est-ce que les collectivités sont souvent confrontées à des entreprises qui font faillite lors de leur chantier ? Voilà la réponse de Fabrice Marouvin. Pas souvent, mais régulièrement. Alors il y a une nuance, c'est pas systématique, mais on a une entreprise tous les 2 mois qui n'arrive pas à terme de la chantier. Alors la question, on le voit sur les réseaux sociaux en fait, j'ai cherché les infos, c'est que pour eux, ces artisans-là, ces chefs d'entreprise, sont des escrocs, des arnaqueurs souvent. Enfin, c'est le regard, en tout cas, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont mal gérées, qui arrivent au milieu du gué, qui n'ont plus les moyens de continuer, ou c'est pour vous des gens qui font exprès de voler de l'argent à ceux qui ont des projets de construction ? Non, par nature, une entreprise est a priori honnête. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui travaillent mal. On voit de tout, on voit vraiment de tout. Alors, vous faites appel à un artisan, vous avez un travail à faire, vous lui faites confiance, et puis ensuite vous arrivez au bout avec des malfaçons, des problèmes insolubles. L'artisan n'est pas capable de faire face aux problèmes, d'où des litiges ensuite qui s'éternisent, quoi. Alors la question d'honnêteté, je l'ai posée à Jean-Raymond Mondon, qui est donc président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. On lui a posé la question de l'honnêteté des chefs d'entreprise. Voilà sa réponse. Vous en demandez beaucoup. Le chef d'entreprise a pas mal de travail à faire. Je ne crois pas qu'il soit malhonnête. Utiliser un tel terme, je le renie. Je pense qu'il faut faire confiance à la fois dans l'entreprise. Il n'y a pas que le chef d'entreprise, il y a aussi les salariés. Il y a des choses qu'ils font et il faut leur tirer un coup de chapeau dans des conditions, je le redis, encore difficiles du point de vue économique et social. Alors, pour vous qui fréquentez ce milieu-là aussi également, surtout pour ceux qui côtoient les entreprises, l'honnêteté, et comme vient de dire Jean-Pierre Lajoie de UFC Que Choisir, l'honnêteté, c'est quelque chose qu'on le voit dans les entreprises, chez les artisans. Oui, moi je pense que foncièrement les entreprises sont honnêtes, mais je reviens sur la problématique des chefs d'entreprise qui sont des techniciens, des producteurs. Ils sont là pour produire, ils ont un travail à faire et forcément ils ne peuvent pas s'occuper de tout, de l'administratif, du financier, et c'est ce qui quelque part les empêche d'être
productif sur le terrain, d'être efficace et efficient. Par conséquent, bon, j'avais depuis que j'ai été nommée conseillère régionale en charge de l'artisanat, donc j'ai rêvé de ce modèle économique et Hommes Travaux l'a fait, où on met en place une véritable plateforme avec une mutualisation des moyens. Donc, pour l'instant, Hommes Travaux se limite dans la mise en relation des particuliers et des entreprises, mais bon. On doit arriver vers cette plateforme où on offre un peu plus aux entreprises, qui leur met à plat ces problèmes de gestion, des problèmes administratifs qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. Quand ils sont sur le terrain en train de travailler, ils ne pensent pas forcément qu'il faut payer ça ou il y a ça, la comptabilité à faire pour telle date, etc. Alors, avant de poursuivre, je vais revenir sur ce que dit Jean-Raymond Mondon a une explication pour dire pourquoi aujourd'hui autant d'entreprises, autant d'artisans sont en difficulté. Lui parle du contexte économique. On l'écoute. Je ne crois pas qu'elle soit plus fragile qu'ailleurs. Je crois qu'il faut tenir compte de l'organisation structurelle de nos entreprises, qui sont de très petites entreprises par rapport à ce qui se fait ailleurs, et en particulier dans l'Hexagone. La deuxième chose pour laquelle il faudrait qu'on ait une réflexion, c'est que la crise est tellement importante que les artisans aujourd'hui, beaucoup d'artisans aujourd'hui, pour avoir de l'activité, font des propositions de marché ou de construction à des coûts qui parfois ne tiennent pas la route. Je ne crois pas que ce soit en matière de capacité de construction qu'il y ait un problème. Je pense qu'il y a véritablement un problème de crise et c'est la raison pour laquelle lors du HCCP, ce qui est vrai pour l'ensemble des structures, des grandes structures au niveau de la Réunion, au niveau du HCCP, il avait été souhaité qu'il y ait une transparence sur les coûts des constructions. C'est vrai pour une construction individuelle, c'est vrai pour d'autres constructions. Il faut que les donneurs d'ordre sachent quel est le coût réel de manière à ne pas mettre en difficulté les entreprises. Alors, la question, c'est le contexte économique. D'abord, est-ce que vous êtes tous d'accord pour vous dire qu'aujourd'hui, on a un contexte économique vraiment difficile pour les entreprises ? Moi, je dirais pas que c'est pas le contexte qui est difficile, en fait, c'est ce qui a été généré depuis la crise. C'est-à-dire que les gens sont dans une sorte de sinistrose. On parle de la crise de 2008. Crise 2008, oui. C'est-à-dire que depuis ce moment-là, donc, il y a eu des statuts qui ont été créés pour faciliter les créations d'entreprises. Donc maintenant, les artisans peuvent être artisans avec un statut auto-entrepreneur. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des sociétés qui ont des SARL et URL, entreprises individuelles, depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui déjà, depuis la base sur la tarification et sur les devis, ne peuvent pas être concurrents. C'est-à-dire qu'un petit auto-entrepreneur va pouvoir, lui, facturer sans TVA. Et comme il a des structures beaucoup plus petites, il va pouvoir avoir des prix plus attractifs, alors qu'une URL et SARL qui avait l'habitude de faire ce type de petits chantiers de façon ponctuelle mais régulière, ce sont des chantiers qu'il a perdus. On parle de coût de production. Coût de production, oui, tout à fait. C'est-à-dire que concrètement, la mise en concurrence aujourd'hui est plus compliquée. Donc après, si on revient sur la partie que Madame Robert citait, c'est effectivement, en fait, si on regarde bien les artisans, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? C'est-à-dire que ils ont un rythme de travail qui est plus soutenu. C'est-à-dire que comme c'est tellement difficile pour eux d'avoir des chantiers au juste prix, donc ils répondent à un maximum de chantiers, ils sont même découragés de répondre. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à prix coûtant. Et c'est là où bien souvent la difficulté se crée, parce que si on commence par un chantier où est-ce qu'on est à prix coûtant, on ne génère pas de marge pour le chantier suivant. Donc pour passer, on a tendance à continuer à être à prix coûtant, etc. Mais ça, c'est une solution sur le moment actuel, mais par contre sur le long terme, ça engendre des gros problèmes de trésorerie et c'est ça qui crée la difficulté. Donc souvent, nous, on a des artisans qui viennent nous voir en disant voilà, monsieur Grondin, j'ai pas eu de chantier, je suis pas content, etc. Mais il y a deux pôles qu'il faut regarder. C'est aussi bien la partie des dépenses et l'organisation qu'ils ont et comment ils vont répondre au chantier. Et c'est là le fameux les compétences techniques en termes de chiffrage. Donc rapidement, ils sont peu capables à chiffrer rapidement au juste prix en fait. Jean-Pierre, je vois là, finalement sur ce que vient de dire Romuald Grondin et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Raymond Mondon, il ne faut pas aller au moins coûtant, au moins 10 ans. Nous, les consommateurs, nous, on cherche la concurrence et on met les gens en concurrence. On ne cherche pas, le consommateur ne cherche pas forcément le moins 10 ans. Lui, il cherche le meilleur rapport entre la qualité et le prix qu'il va payer.
Malheureusement, surtout ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment un vrai rapport qualité-prix lorsque le prix est si bas? Parce que c'est ce qui l'arrange à un moment, c'est que ça coûte pas cher et quand il se rend compte finalement après, l'argent n'est pas suffisant, la trésorerie n'est pas suffisante, l'entrepreneur, l'artisan ne peut pas continuer. Mais ça, c'est un faux problème. C'est pas un problème de consommateur à ce moment-là. On retrouve le même problème avec la grande distribution qui met la pression sur les agriculteurs. Parfois. Et là, actuellement, pour les artisans, c'est pareil. Ce sont les grosses sociétés qui prennent des marchés, qui sous-traitent avec les artisans. Et là, ils sont vraiment limite. Et effectivement, c'est un peu dommageable, oui. Alors, comment, la question de Nebert est pour vous et aussi pour tout le monde, comment faire en sorte que les devis soient concurrentiels, se valent, mais soient aussi honnêtes? C'est-à-dire que ça implique qu'ils auront suffisamment d'argent que celui qui va faire ce projet a un budget capable de financer la construction de sa maison chez l'artisan. La mutualisation, c'est la solution? Oui, tout à fait. Alors en fait, nous, si vous voulez, on met en place un système, donc on met des maîtreurs à disposition des artisans qui peuvent leur permettre en fait de quantifier le coût au mètre carré normalement. Voilà, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'après les artisans, eux, se positionnent sur la plateforme, mettent un prix devant chaque matériau, et à partir de là, on peut facilement comparer un devis par rapport à un autre. Donc ça fait une mise en concurrence. Est-ce que chez le particulier, et je ne parle pas de l'entreprise, mais chez le particulier, est-ce qu'on compare? Est-ce que vous amenez les artisans à faire plusieurs devis? Est-ce que le consommateur, lui, il va dire, je vais demander plusieurs devis? Oui, il a un bon copain qui connaît quelqu'un qui fait un bon prix. Nous conseillons aux consommateurs de faire un petit peu le tour de la place et de comparer les prix. D'ailleurs, il y a actuellement le salon de la maison, c'est bien l'objectif. Ils vont voir des entreprises, ils ont dit voilà, ils amènent leur petit plan, ils disent voilà, je vais faire une maison comme ça et comme ça, combien ça va me coûter? Et ils font le tour et puis ensuite ils vont comparer. Là, il y en a un qui va leur mettre des portes en aluminium, l'autre leur mettra des portes en bois. Ils vont faire la comparaison sur la qualité du matériel et ils vont faire leur choix. Ce qu'on a pu remarquer, nous, pourquoi on a créé cette plateforme, c'est que au niveau du montage des projets, beaucoup de personnes en fait travaillent à l'inverse. C'est-à-dire que je parle par exemple pour les résidences principales. Beaucoup de personnes ont un terrain avec de la famille, etc. Donc, ou ont pu acheter un morceau de terrain et ont quelque chose en fait en tête depuis plusieurs années. Donc, mais ils n'ont pas la réalité du marché en face. C'est-à-dire que, imaginons que moi j'ai 2 enfants, je suis marié, donc on est 4, mais par contre je rêve d'avoir une grande maison, style méditerranéenne, etc. Mais on a tendance à faire des plans aussi, ou des projets qui sont démesurés par rapport aux capacités financières des personnes. Ce qui est important, je pense que là ça peut rejoindre, c'est vraiment de faire un travail en amont pour pouvoir que les gens puissent travailler leurs projets différemment. C'est-à-dire voir d'abord les situations financières, voir après qu'est-ce qu'on veut comme type de matériaux, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, quelle est la superficie qu'on veut, pour qu'on puisse après déterminer sur quel type de prestataire on part. Si on part sur du CMiste, sur du marché de travaux, voir un peu si on va faire quelque chose d'éclaté, si on fait que le gros œuvre, ou est-ce qu'on a de la famille pour nous aider, etc., ou on fait de l'autoconstruction. Il y a plusieurs solutions pour plusieurs budgets. Mais depuis le départ, les personnes en fait ont beaucoup de mal à savoir quelle est la meilleure solution pour leur foyer. Il est donc important de regarder un petit peu toutes les solutions qui existent, d'essayer d'anticiper certaines. Alors, sur ce que j'ai vu, il disait qu'il faut connaître le pédigré. C'est sans méchanceté, c'est le pédigré du chef d'entreprise ou de l'entreprise ou de l'artisan. C'est un élément. Mais aujourd'hui, et là, on va vraiment discuter de ça parce qu'on va parler des consommateurs. Comment un particulier peut se donner les moyens de connaître. D'abord, est-ce que l'entreprise a son SIRET? Est-ce que l'entreprise est déclarée au greffe du tribunal de commerce? Est-ce que l'entreprise dépose des bilans chaque année aux impôts? Est-ce que ça, c'est possible pour un consommateur? C'est un parcours un peu du combattant pour le consommateur, mais il y a quand même des moyens. D'abord, on commence par demander un devis. Et sur le devis, on doit vérifier si effectivement figure bien l'inscription au registre du commerce, s'il y a bien le numéro SIRET, s'il y a bien tous ces éléments. Ils ont aussi la possibilité de demander un cabis. On peut se le procurer auprès de la chambre de commerce, je crois. C'est donc c'est au tribunal de commerce. Alors, ensuite, à partir de là, nous, on dit aux gens, vous allez voir un entrepreneur, il y a un projet qui vous intéresse, eh bien, demandez-lui ses références. Qu'est-ce qu'il a fait comme autre chantier?
Et puis, allez voir les chantiers, allez voir les gens qui ont travaillé avec cet artisan. S'ils sont contents, eh bien, ça fait un point de plus. Si la personne dit, bah oui, mais non, ça s'est mal passé, eh bien, il vaudrait mieux regarder chercher ailleurs. un petit peu plus. Voilà. Et Mais ça, c'est important ce que vient de dire. J'ai oublié votre nom. C'est que nous, en fait, on a eu un grand débat là-dessus quand on a mis la plateforme en place, parce que on a remarqué que beaucoup de personnes présentaient en fait des constructions qui ont été faites avant, mais en fait qu'ils n'avaient pas eux-mêmes réalisées. C'était soit des amis ou de la famille, etc. Donc on n'avait pas moyen de prouver en fait si la construction appartenait bien à tel ou tel artisan et de savoir réellement. Donc ça, c'était quelque chose qui était compliqué. Par contre, il faut savoir que depuis le mois de juin 2014, les décennales doivent être obligatoirement affichées sur les devis. Donc ce que beaucoup de gens, enfin très peu de gens savent, c'est que normalement tous les corps de métier doivent avoir une décennale. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, si je travaille sur la rénovation ou je travaille sur autre chose, j'ai pas une obligation d'avoir la décennale. Mais concrètement, si on fait un prêt sur du long terme, s'il y a bien un minimum de garantie qu'il faut avoir, c'est la décennale, la dommage ouvrage à un minima. Ça, c'est oui. Mais c'est déclenché. Enfin, je crois que c'est. Parce que aujourd'hui, sur les malfaçons, c'est sur les 10 ans. C'est pour ça que la décennale est importante. Les malfaçons aujourd'hui portent sur les 10 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui la décennale est importante aussi bien pour le plombier que pour. Pour tout, même pour le peintre. Vous avez trois niveaux de garantie sur une maison. Oui. Vous avez la première garantie, c'est le bon achèvement des travaux. La première phase, qu'on arrive au bout de la construction. Ensuite, il y a une deuxième garantie biennale, qui permet, pendant les 2 ans qui suivent, de régler les petits problèmes qu'il pourrait y avoir à droite, à gauche. Oui, la finition, retoucher la finition quelque part. Ces choses-là, une porte qui ferme mal. Oui. Et puis, le dernier niveau, bien, c'est la décennale qui est valable sur 10 ans et qui engage le constructeur. Et il y a allez-y. Et je rajouterais aussi la dommage ouvrage qui est importante et nécessaire parce que c'est ce qui permet aussi à l'assurance, s'il y a un problème, d'être réactif très rapidement. J'en ai fait les frais. Je reviens sur le comportement, enfin le comportement, je dirais, à la rigueur responsable du consommateur qui veut essayer de mettre tous les atouts de son côté et surtout se prémunir contre ça. On a vu aussi que, par exemple, s'il a un bon investisseur, un bon banquier qui l'accompagne, de ne pas payer tout d'un coup, tout de suite, de ne pas céder aux demandes de l'entrepreneur, de tout payer tout de suite, parce qu'il a besoin de trésorerie, il faut qu'il paye ses salariés pour qu'il avance vite. Il y a des gens qui payent, après ils se retrouvent sans... C'est très important, en effet, ce que vous dites là, parce que nous avons tendance à dire aux gens, demandez à votre banquier de débloquer les crédits à chaque tranche de travaux, mais une fois qu'elle est réalisée. Oui. La première tranche est réalisée, on paye. La deuxième est réalisée, on paye. Comme ça, si l'entreprise fait faillite, eh bien, votre tranche sera réalisée et payée. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, s'il faut retrouver d'autres entreprises. Alors là, c'est là qu'en rentre en jeu la question de tout à l'heure. Il y a celui qui va arriver, qui va pleurer en disant « Je ne peux pas payer mes bonhommes, je ne peux pas payer mes ouvriers, il faut absolument de l'argent, sinon je ne pourrais pas continuer. » Et là, la pauvre personne qui face à cet entrepreneur qui connaît la musique, parfois il est un peu démuni, quoi. Ben, c'est peut-être là où les plateformes de mutualisation pourraient aider. Nous, en fait, en amont, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui est important, c'est... Je vais revenir on parlait sur la sélection et comment savoir si une entreprise a des difficultés ou pas. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les décennales, les artisans n'ont pas obligation de la payer en une seule fois. C'est-à-dire qu'ils peuvent la payer en 3 fois ou par trimestre, etc. Donc ce qui est important, c'est que quand on commence un chantier ou qu'on fait une demande de prêt, on récupère donc la décennale, l'attestation. Sauf qu'avant chaque déblocage, on peut redemander aussi à avoir une nouvelle attestation pour savoir si le constructeur est à jour. Pourquoi ça c'est important? Parce que si déjà il a du mal à payer sa décennale, c'est-à-dire que financièrement, il aura forcément du mal à travailler sur le reste. Après, il y a pas mal d'artisans qui ont déjà une trésorerie d'avance. Donc là, il n'y en a pas beaucoup sur la place, mais il y en a. Et nous, ce qu'on fait via la plateforme, on essaie, donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, donc qui sera effectif d'ici le mois d'août, septembre, où est-ce qu'on va pouvoir leur permettre d'avoir une avance de trésorerie pour qu'ils puissent, quand ils ont signé un chantier, avoir une avance de trésorerie avec un établissement financier pour attaquer le chantier et ne plus dépendre du client. Mais pareil, il faut être à jour des cotisations, etc. Donc nous, ça nous permet de vérifier pas mal de choses en amont. Donc ça, c'est quand même un travail de fond qu'on fait nous Et pour continuer là-dessus, il y a quelque chose que je veux dire. Le fait de mutualiser, finalement, de regrouper des différents
corps de métier, le plombier, on va dire le carreleur, l'électricien. C'est aussi partager quelque part les marchés, ne pas mettre, je vais être un peu trivial, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tout à fait. C'est ça qui peut être un des points forts d'une plateforme d'artisans. Et donc... L'avantage, c'est quoi? C'est que quand on regarde aujourd'hui, les marchés qui ont le plus de facilité sont les gros marchés publics, les appels d'offres. Qu'est-ce qu'ils ont en amont? Qu'est-ce qu'ils ont sur un chantier? Ils ont généralement un architecte, un conducteur de travaux, quelqu'un qui va suivre toutes les étapes, il va y avoir quelqu'un qui va suivre le financement et qui va vérifier tous les artisans. Donc même si les artisans font faillite entre-temps, ils ont beaucoup moins de problèmes en fait pour pouvoir les remplacer ou avancer. Donc là, ce qui était important, c'était surtout de créer les mêmes choses, mais pour le particulier. Donc ça, justement, j'avais posé la question à Jean-Pierre Lajoie, comment, et justement, c'est ça la question, et on revient à l'utilisation, comment un consommateur qui ne connaît pas grand-chose au BTP, à la construction d'une maison, et va venir, on va lui dire c'est comme ça, la seule chose qu'il va pouvoir répondre c'est oui, et comme dit le créole, il dit oui, il n'y a pas bataille. On est un petit peu, et surtout, il ne voudrait pas avoir l'air trop bête devant le spécialiste qui est le chef d'entreprise, il va dire oui, et ça aussi c'est un problème c'est exact. à anticiper. Mais il faudrait que les représentants des artisans soient capables de générer des sortes de fiches sur lesquelles on saurait si par exemple une entreprise a les épaules financièrement les épaules assez larges pour tenir le coup ou peut-être un peu moins larges, quelles compétences ils ont dans quel domaine, hein, et ça on saurait dans ce moment-là, bon, mais peut-être qu'une entreprise qui a une envergure financière moins importante sera peut-être moins chère que l'autre, ça sera un choix ensuite du consommateur. Mais ces éléments-là, le consommateur ne les a pas, c'est vrai. c'est ça. Il faut savoir que dans les appels d'offres, donc, il y a un mémoire technique qui est demandé pour tous les artisans. C'est-à-dire que toutes les compétences et toutes les outils ou techniques qu'il va utiliser doivent être écrits dans un mémoire technique. Donc là, nous, avec l'effet à grande échelle, donc ce qu'on a fait, le fait de regrouper plus de 500 artisans, là, pareil, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place pour leur permettre d'avoir des mémoires techniques. C'est-à-dire que le simple entrepreneur, auto-entrepreneur qu'on a chez nous, on essaie de l'inciter, donc, on va l'inciter parce que c'est quelque chose qu'on met en place là, pour l'aider à avoir ce fameux mémoire technique. Et en fait, ce qui est important, c'est que chaque type d'entreprise puisse répondre à un chantier qui lui est adapté. Un auto-entrepreneur ne va pas répondre à un chantier qui est plus adapté pour une URL, une SARL, qui a déjà plus d'équipes, qui a plus de moyens financiers, qui est déjà équipé pour pouvoir y répondre. Mais ce qui est important, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir, justement, donc si j'ai une salle de bain à refaire, bah oui, effectivement, je peux passer par un auto-entrepreneur. Pour un chantier électrique, je peux passer par un auto-entrepreneur, parce que c'est des choses qui peuvent être faites avec une ou deux personnes. Par contre, si j'ai un chantier à faire pour une maison complète, il faut savoir que la personne va devoir automatiquement travailler avec d'autres personnes pour l'assumer, ou même si lui va travailler tout seul, c'est une entreprise familiale, il ne pourra pas prendre 5-10 maisons dans l'année, ce ne sera pas viable. Ça va engendrer d'autres difficultés. Et d'où l'intérêt donc, d'avoir une plateforme où ce qu'on fait une seule demande, c'est-à-dire que je veux refaire ma salle de bain, je dépose, et j'ai toutes les personnes qui vont pouvoir me faire une proposition, qui vont venir me proposer leur service. L'assureur, le financier, le plombier, etc. Mais avec une mise en concurrence. Mais après, ce qui est important aussi, c'est leur donner accès à ce que disait Denis Bruyère tout à l'heure, c'est leur donner accès à un maîtreur. Les gens pensent que pour avoir quelqu'un techniquement pour les aider, ça coûte cher. Ben, il faut savoir que non, pour 150 €, je peux avoir un DQE, un devis quantitatif estimatif qui me permet de mettre des artisans en concurrence. Pour 300 €, si je fais un chantier à 11 000 €, je peux avoir un plan. Si je veux refaire une terrasse extérieure, il est mieux d'avoir un plan pour être sûr que j'ai une meilleure compréhension entre l'artisan et le client. J'ai envie de refaire ma terrasse, mais je ne sais pas exactement dans quel sens je vais mettre mes carreaux, si je vais mettre du bois, etc. Si j'ai un devis et un plan visuel, ben forcément, je vais éviter des malfaçons, je vais éviter des soucis. Et j'aurai moins de difficultés pour le chiffrage. La question pour nous, c'est de savoir, est-ce qu'on peut mettre en place des critères qui fait que le consommateur qui va construire sa maison peut être face à un risque zéro. Pour le consommateur déjà, ça doit être très difficile parce que lui ne connaît pas. On va le voir que même dans le code du marché public, pour les collectivités, pourtant qui ont les moyens, c'est encore plus difficile et c'est un paradoxe. C'est Fabrice Marouvin, donc, qui est adjoint au maire à Saint-Paul et vice-président de TCO, qui nous explique pourquoi ils sont obligés de choisir le moins disant plutôt que le mieux disant et vous n'allez pas en revenir. Ah, on n'a pas le son, c'est dommage.
Pas de son sur la vidéo. On s'excuse donc pour ce petit problème technique. En fait, il expliquait que pour eux, ils préfèrent prendre le mieux disant, le moins disant que le mieux disant, pour éviter tout procès ou toute suspicion de tentatives de détournement d'argent, d'abus de biens sociaux. Et c'est là qu'on voit que le risque zéro, justement, n'existe pas. Donc on le voit que ça n'existe, et encore, eux prennent des entreprises qui, parfois, ils savent que ces entreprises n'iront pas au bout, ils le prennent quand même. Il y a une partie de l'argent qui est engagée, cet argent est perdu, c'est l'argent des contribuables. Et on voit aussi parfois que, à ce niveau-là, même le code des marchés publics ne laisse pas, la bonne marge pour qu'on économise l'argent des contribuables. C'est malheureusement cette réalité. Oui, c'est vraiment dommage, comme vous le dites, c'est l'argent du contribuable. Et aller sur le moins 10 ans pour éviter des suspicions, moi je pense que quand un cadre est défini avec un... Alors, juste pour préciser, le mieux 10 ans et le moins 10 ans. Alors, le mieux 10 ans, c'est celui qui présente un projet avec un coût qui serait réel. Le moins 10 ans, c'est le moins cher. Le moins cher. Alors, voilà, les collectifs prennent le moins cher pour éviter toute forme de procès. Oui, mais je pense qu'on respecte quand même un cahier des charges qui est donné lors des appels d'offres, et malgré tout, le risque zéro n'existe pas, quel que soit le domaine de toute façon, mais je pense que les collectivités pèsent quand même le pour et le contre entre les mieux disants et les moins disants. Le but, c'est que l'opération se termine, et faire appel justement à pléthore d'entreprises qui risquent, avec des problèmes, qui risquent donc de voir le chantier ne pas se terminer, ça poserait énormément de soucis à la collectivité, enfin que je parle de collectivité régionale ou municipale, peu importe, hein, parce qu'il faut relancer l'appel d'offres. Donc à nouveau, c'est un chantier qui est interrompu, et relancer un appel d'offres, ça prend quelques mois. Et à chaque fois que lorsque l'entreprise qui a été retenue fait faillite sur un marché public, on reprend à zéro. On relance ces appels d'offres qui sont payés dans la presse, dans les publications, on repart à zéro. Et à chaque fois, c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait que souvent, les budgets sont entamés avant même de commencer. Et c'est pareil aussi pour les privés. Particulier, il y a un petit peu le même genre de problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'appel d'offres, mais le particulier demande un descriptif des travaux. Une mise en concurrence aussi. Une mise en concurrence, il peut demander une mise en concurrence, mais il demande aussi à l'entrepreneur un descriptif des travaux. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne le réclament pas. Et c'est bien dommage, parce que moi j'ai vu des gens qui ont acheté des cuisines, ils ont vu une belle cuisine, et quand on leur a livré la cuisine, quand on leur a monté la cuisine, c'est le petit tiroir qui était là. Ah non, ça monsieur, c'était pas prévu, ça c'est pas prévu, ça c'est pas prévu, et ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des bons descriptifs et demander aux gens de bien les lire. Et oui, là, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est avoir envie de lire ce descriptif aussi. Hein. Ça fait... boulot, oui, c'est du boulot. Et souvent, c'est des petites lignes, mais tellement fines à lire qu'on n'a pas envie. C'est des codices sur les testaments. Malheureusement. Et là, c'est quand même particulier. Oui, c'est l'équivalent de l'appel d'offres pour le particulier. Donc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aussi un changement de comportement de la part du consommateur. C'est parce que c'est lui qui doit être garant de son argent. Mais le consommateur, il est le seul à gérer le problème, en fait. C'est le maître d'œuvre. Il est maître d'œuvre souvent. Oui. Très souvent, il est maître d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il doit faire appel à des maîtres d'ouvrage qui vont l'aider, l'accompagner dans son projet. Je pense que c'est le rôle de cette plateforme que vous avez mis en place, c'est-à-dire que de pouvoir guider d'abord, d'essayer d'enlever le maximum, je dirais, d'imprévus pour que le consommateur aille sans trop de soucis jusqu'au bout de son projet. Si on regarde, moi j'ai déjà eu un client architecte, donc on se dit qu'un client architecte, quand même, il maîtrise son métier, il connaît pas mal de choses. Même ce client a eu des déboires. Bon, pas tant sur la partie technique, mais sur justement les petites lignes ou les petites choses qui n'ont pas été forcément bien comprises entre l'artisan et l'architecte. Enfin, c'était évident pour l'architecte, mais ça ne l'était pas pour l'artisan. Donc si on voit que dans ce métier-là, les sachants, donc les personnes qui sont le mieux placées, ont quelques difficultés, enfin moins, mais des difficultés, on se dit automatiquement il fallait avoir quelque chose qui puisse débroussailler tout ça pour le particulier. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que bien souvent les personnes, en fait, tant que ça leur arrive pas, ils se méfient pas.
Donc on est vraiment sur ce genre de comportement. Oui, mais ça c'était arrivé aux autres. Moi j'ai mon cousin, il est maçon, j'ai mon oncle, il est électricien, ils vont me donner un coup de main, etc. Sauf qu'il y a tellement d'évolution, les produits changent, la matière première change, les normes changent avec les normes handicapées, enfin tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui sont obligatoires même pour des logements locatifs qu'on fait pour une maison. On a une cliente, elle a pleine des Grecs, elle était embêtée pour des normes locatives il y a plus de 2 ans. Donc alors qu'on était quand même au fait de ce qui se passait. Donc même par rapport à ça, il fallait avoir un outil qui puisse permettre à la personne d'avoir toutes les informations centralisées. Et après, donc les personnes, donc là, elles ont accès à toutes les informations. Et nous, on va les diriger pour savoir, par rapport à telle demande, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir activer ou pas. Et ce qui nous étonne, c'est que même des personnes qui avaient l'habitude de faire des choses en famille ou même au black, etc., une fois qu'elles ont bien compris les choses, qu'on est sur du patrimonial. Hein. C'est-à-dire que la maison qu'on fait, si on fait une extension, on refait la salle de bain, c'est des choses qui vont prendre de la valeur. C'est-à-dire que si on laisse quelque chose, c'est aux enfants derrière, à sa femme, etc., demain il arrive la moindre chose, il faut que le bien ait une certaine valeur, il faut qu'on puisse se justifier. Quand on vend une voiture, aujourd'hui on le vend avec des factures, et j'ai refait l'embrayage, j'ai refait ceci, etc. Mais si je refais une maison et que je fais la moitié des choses de black, je ne pourrais pas le justifier. Donc je ne pourrais pas faire prendre de la valeur à mon bien. Ça, c'est important, donc de pouvoir tout justifier. Accompagner le consommateur, c'est un rôle qui vous paraît, c'est un rôle dans l'avenir pour vous qui êtes sur cette plateforme. Être présent, leur dire voilà tous les problèmes que vous avez rencontrés. Oui, c'est sûr. Et en plus, l'avantage, en fait, c'est qu'on peut on met souvent en fait à disposition des personnes qui vont contrôler en fait ce que l'artisan a fait. Et ça nous permet d'avoir un suivi vraiment sur tous les chantiers, sur tout l'historique des artisans. La même question, accompagner le consommateur, est-ce que c'est le rôle du chef d'entreprise ou c'est au consommateur qui investit de trouver toutes les garanties pour éviter les mauvaises surprises? Le consommateur est responsable de son action, donc c'est à lui éventuellement de s'organiser. Il existe des groupements de consommateurs pour construire des maisons. Moi j'ai vu ça, enfin j'en ai pas vu à La Réunion, mais j'en avais vu en métropole. Les gens se regroupent et puis font même des petits appels d'offres, c'est-à-dire qu'à plusieurs, ils contactent des entreprises et ils demandent des devis, et ça existe. Et ça leur permet de s'entraider. Il y a des diffusions de documentation, il y a des choses comme ça, oui. Accompagner le consommateur, c'est une chose, mais aussi accompagner les entreprises. J'espère que le son, cette fois-ci, va passer. On a posé la question à Bernard Picardeau, qui est donc président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Lui propose d'accompagner les entreprises. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire accompagner dès que l'entreprise perçoit la plus petite difficulté. Il faut qu'elle tout de suite elle fasse appel à de l'aide pour que nous on puisse regarder avec elle quelles sont les difficultés et comment on peut apporter des outils pour faire en sorte que le chantier puisse se terminer dans de bonnes conditions, l'entreprise reste sur le marché et bien entendu le particulier puisse avoir, je dirais, sa maison. Donc il faut vraiment ne pas rester tout seul dans son coin. Comment la Chambre des métiers pourrait accompagner ces entreprises? On le fait tous les jours. Voilà, on le fait tous les jours, particulièrement dans le cadre de l'aide que nous apportons aux entreprises dans les marchés publics. Nous avons une cellule marché public où nous conseillons les entreprises. Nous avons des conseillers professionnels à la Chambre des métiers dans différents secteurs d'activité où nous pouvons envoyer un conseil professionnel dans l'entreprise, conseiller l'entreprise, aider l'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre de ces chantiers. Donc il faut vraiment faire appel à ces outils que nous avons justement pour faire en sorte que l'entreprise puisse être viable et être pérenne dans le temps. Alors la Chambre propose un accompagnement surtout quand ils ont des soucis. Dans la plateforme, comment ça peut se faire c'est pas un accompagnement, là c'est un travail ensemble. En fait, ce que nous on a mis en place, le retour qu'on a eu, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui existent, mais comme c'est beaucoup de choses qu'ils doivent faire en même temps que leur chantier, ils ne le font pas. Donc ce qu'ils n'arrivent pas, c'est à dégager du temps pour aller chercher les bonnes solutions. Donc là, ce qui était important, c'était de trouver une solution pour leur amener les solutions sur le chantier, ou pour pouvoir les soulager d'une partie de leur travail. Et c'est ça que nous, on s'efforce à faire et qu'on améliore depuis 2014. Parce qu'il faut savoir que quand nous, on a commencé donc en 2014, on a inscrit à peu près 470 artisans. Tous les artisans qui ont adhéré chez nous sont des personnes qui ont adhéré, qui sont venus et qui ont accepté de se faire une sorte d'audit
pour être sélectionnés chez nous. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience qu'aujourd'hui, trouver des chantiers, c'est compliqué. Avoir de la force pour pouvoir négocier des choses, c'est très très compliqué. Et surtout, c'est la façon de leur amener l'information via les outils, donc téléphone, Internet, etc. Et de faire le lien entre eux et le client. Donc ça, ils sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher, pourquoi ? Parce qu'on peut leur apporter pendant leur temps de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à travailler et à faire avancer, c'est comment les aider à optimiser en temps réel tout le temps. Et nous, on leur apporte des solutions, comme disait Denis tout à l'heure, c'est sur la partie technique, la partie de gestion ou la partie commerciale, mais c'est surtout aussi leur apporter du chiffre d'affaires. Donc si aujourd'hui, demain ils ont difficulté, ils ont un problème avec monsieur Intel sur un chantier, il commence à être défaillant, s'il ne signe plus rien derrière, il est mort. Donc il faut quand même combler ses faiblesses, mais l'aider à avoir de nouveaux chantiers, mais dans certaines conditions, et en mettant certaines choses en place pour être sûr qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et c'est ça qu'on essaie de travailler au maximum. Je reviens sur cet accompagnement. Vous, en tant que défenseur donc des consommateurs, qu'est-ce qu'il faudrait demander à la Chambre des métiers de mettre en place pour mieux soutenir ces entreprises, pour mieux aussi informer les consommateurs ? C'est un petit peu ce qu'a dit le président de la Chambre de commerce, qu'il faut des métiers, il faut qu'ils accompagnent les entreprises dès que l'entreprise a une faiblesse, que l'entreprise sache qu'elle sera aidée par un organisme officiel qui va la soutenir. Alors, avant de continuer, ma question va être surtout, c'est comment vous, au niveau du Conseil régional, parce que vous avez donc la compétence économique, comment faire pour que les entreprises, justement, se préparent à ça ? Moi, je dirais qu'il existe énormément de mesures pour accompagner les entreprises. Enfin, on a fait le point, il y a 400 mesures financières qui accompagnent les entreprises, et cela à différentes échelles, européenne, nationale, régionale, locale, enfin bref, avec un effet d'entonnoir, bien sûr, en fonction du secteur d'activité, du positionnement géographique. Et la région met en place beaucoup de mesures. Et dans le cadre du programme FEDER, le programme opérationnel 2014-2020, il y a 9 axes de travail sur ces fonds européens, 9 axes de développement économique, et dont le développement des entreprises. Améliorer la compétitivité des entreprises est l'objectif principal. Tout ça, pourquoi ? Pour créer de l'emploi. On a une jeunesse qui est en déshérence, on a énormément de chômeurs, enfin surtout chez les jeunes. Donc le but, c'est de créer de l'activité, donc créer de l'emploi. Et c'est en accompagnant ces entreprises sur des mesures spécifiques, l'investissement, donner des outils de qualité pour pouvoir voir ces entreprises se développer. Par conséquent, donc de s'ouvrir aussi à l'international. Avec comme travaux, on vise aussi à cela, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller exporter notre savoir-faire ailleurs. Et l'internationalisation des entreprises, forcément, on a besoin, dans certains pays de la zone, on a besoin des compétences techniques qui sont en plus normalisées européennes et que les Chinois ne peuvent pas proposer. Donc il y a une réelle demande. Et les mesures qui vont être validées, il y a la ministre européenne qui arrive la semaine prochaine, donc à une réunion de travail qui va valider donc ces axes importants du développement économique. Sur ces 9 axes, donc il y a une priorité sur le développement des entreprises, la pérennisation des entreprises et permettre que ces entreprises puissent créer de l'activité, donc de l'emploi. La situation économique actuelle pose évidemment un cadre. Il est évident qu'aujourd'hui, la commande publique, il y a même un observatoire qui a été ouvert pour ça, c'est géré par la préfecture, la commande publique est nécessaire au soutien et au maintien des activités économiques. Et un exemple, j'ai posé la question à Jean-Paul Virapoulet concernant justement le soutien aux entreprises pour éviter que les entreprises arrivent à ces extrêmes et que ce soit les collectivités publiques, d'autres entreprises ou même les particuliers se retrouvent dans des situations difficiles. Je posais la question, comment la commande publique peut soutenir les entreprises. Jean-Paul Virapoulet parle ici de défiscalisation et de trésorerie. Il y a plusieurs solutions à un problème de cette complexité. Le premier, c'est ce qu'a dit le préfet ce matin lorsqu'on a adopté le programme européen 2014-2020. Il faut être transparent, souple,
simple et efficace dans les procédures de mise en œuvre de crédit. La deuxième solution, c'est qu'il faut mettre la défiscalisation des travaux de rénovation des maisons en place. Si on défiscalise les travaux de rénovation des maisons que font les particuliers, ça va encourager les petites entreprises, les très petites entreprises qui ont un savoir-faire, d'aller faire ces travaux, et les propriétaires auront, grâce à cet avantage fiscal, la trésorerie pour les payer. Ce sont les retards de trésorerie qui tuent les entreprises. Quand Jean-Pierre Paulet a dit que la rénovation des travaux, Robert Roucondin et professeur Robert ont bougé la tête, donc je viens justement de vous demander pourquoi. Je laisse répondre. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un levier qui est discuté depuis très longtemps, qui pourrait vraiment accélérer les choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la défiscalisation immobilière, donc avec les lois de style Robien, Borloo, Célie, etc., ont dynamisé l'achat locatif. Donc c'est-à-dire que tout type de foyer, des personnes à partir de 2 000 € d'impôts jusqu'à 4 000 ont acheté énormément, alors qu'avant, ils n'étaient pas forcément impliqués dans ce type d'investissement parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avec leur impôt. Donc le fait de mettre ce type de dispositif sur de l'ancien, effectivement, ça répondrait à une demande qui serait beaucoup plus pertinente pour les petites entreprises, enfin les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs, tout ça, parce qu'avec l'argent des impôts, les personnes pourraient faire des travaux qu'ils ne font pas aujourd'hui. Quand on voit que la taxe foncière, taxe d'habitation a tendance à augmenter, il y a des personnes qui risquent de perdre leur maison. Donc là, on a le cas d'une cliente à Bois-de-Nef-Saint-Clotilde. Sa taxe foncière, taxe d'habitation a doublé en l'espace de 10 ans. C'est-à-dire qu'arrivé à la retraite, il ne pouvait plus assumer la maison. Donc on a été obligé de trouver des dispositifs. On a fait une séparation de maison. Donc avec nos artisans, on a créé 3 logements. Donc elle a généré des revenus locatifs et du coup la taxe foncière est devenue déductible. Et donc automatiquement, ça lui a permis de garder son bien et de faire du patrimonial. Donc ça, ce serait vraiment un très très bel outil pour justement permettre aux gens de garder leurs biens dans de meilleures conditions et de leur permettre de prendre de la valeur et justement de le faire avec l'argent de leurs impôts. Donc ça, oui, ce serait un excellent levier. Oui. On revient sur un point, en fait, Libreur, c'est que finalement, aujourd'hui, il vaut mieux, j'allais dire, morceler au lieu d'allotir, parce que là, c'est pas la même chose, de donner à chaque artisan sa spécialité. Ça permet de travailler sur plusieurs projets, mais de garder de trésorerie, justement, des petites trésoreries cette fois-ci. Alors, comment vous arrivez à faire ça aujourd'hui ? Est-ce que les artisans vous suivent quand vous leur dites « vous faites que ça, par rapport à d'habitude » ou quand on leur donne tout sur des projets de 100 000, 200 000 ou 400 000 euros, et c'est eux qui sous-traitent. Là, c'est vous qui décidez de sous-traiter, non ? Oui. Enfin, Romuald... En fait, ce qu'on fait généralement, c'est que effectivement, donc, ils bataillent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on préfère toujours prendre 100 000 ou 200 000 euros, etc. Donc pour pouvoir assurer un chiffre d'affaires annuel. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir plein de petits revenus de façon ponctuelle pour pouvoir en fait passer par exemple la crise, tout ce contenu. C'est des personnes qui avaient vraiment beaucoup de fournisseurs, donc de clients, qui leur ont permis justement de passer ces périodes-là. Et surtout quand on voit pour les consommateurs, ça permet d'être sûr que l'artisan, il a des déblocages de fonds réguliers. Et ça, c'est important. Un artisan qui a qu'un seul client, qui compte que sur ce client-là pour voir ses déblocages de fonds pour payer ses salariés, c'est compliqué. Par contre, s'il a 2 ou 3 chantiers en même temps avec deux équipes éclatées, certes, il y a plus de charges, mais ça lui permet d'avoir des déblocages de fonds plus réguliers, tous les 15 jours, 3 semaines. S'il tient bien son planning, il peut le faire. Mais effectivement, donc, pour l'artisan, c'est quelque chose qui est compliqué à tenir. Hein. Et surtout, il n'a pas... C'est un paradoxe, finalement. Il n'est pas le seul à avoir la responsabilité de l'ouvrage. Tout à fait. C'est quelque chose de bien. Mais pour le consommateur, avoir plusieurs, je dirais, référents ou intervenants, est-ce que c'est une bonne chose, Jean-Pierre Lajoie ? C'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Ça dépend de la qualité des artisans qui vont travailler pour vous. Si l'artisan fait appel à un plombier, que ce plombier c'est un bon plombier, vous n'aurez pas de souci. Hein, s'il fait appel à un peintre, que le peintre connaît bien son boulot, tout ira bien. Par contre, s'il sous-traite avec un peintre qui fait n'importe quoi, qui vous fait des traces d'un endroit sur l'autre, d'une couleur sur l'autre, si le plombier s'est mal monté, ben, vous aurez des tas de soucis. Donc, on aurait tendance à dire, si on travaille avec un plombier et puis qu'on le connaît, effectivement, il est plombier, il connaît son métier, il travaillera bien, oui, mais c'est pas une preuve non plus. Et puis, moi, je dirais qu'on ne peut pas être bon partout. Hein, une maison, c'est de la fondation jusqu'au toit. Et les finitions, c'est encore pire. On ne peut pas être bon partout, donc il vaut mieux se consacrer
ce qu'on sait de mieux faire, hein, plutôt que de prendre plusieurs choses et puis de soit sous-traiter, ne pas arriver à faire. Finalement, la solution que vous proposez de mutualiser, c'est la solution, puisque là, le problème, c'est de gérer tout ça, c'est de l'administratif, le financier, aller. Vous enlevez donc, je dirais, aux entreprises, ce côté un peu lourd quand ils ont, qui négligent souvent. Sur quoi on a beaucoup travaillé. Donc, la grande promesse qu'on a faite aux artisans en 2014, c'est de leur donner de la visibilité. Donc là, en 2014, comme on était en phase de lancement pour la Réunion, c'est des choses qu'on n'a pas pu tenir à 100%. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un certain nombre de choses en place. Donc là, le premier trimestre 2015, nous, on a rencontré justement les différents acteurs au niveau économique sur l'île pour pouvoir justement avoir une visibilité. Ce qui est compliqué aujourd'hui pour un artisan, c'est que j'ai un chantier au mois de mars, mais qui me dit que j'aurai un chantier au mois d'avril-mai si j'ai rien signé à l'instant T? Donc en fait, ce qu'ils ont besoin en termes de chef d'entreprise pour avoir une meilleure relation avec leurs clients, c'est d'avoir de la visibilité sur du long terme. Qu'ils aient des chantiers toute l'année, même en 2015 ou 2016, il faut qu'ils sachent qu'il y ait toujours du travail et toujours avoir cette confiance. Et c'est ce que nous, on s'efforce d'apporter donc, à nos artisans. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en priorité sur 2015 et on est en train de faire le maximum pour rencontrer tous nos artisans, pour justement leur rappeler quels sont les bons fondements pour pouvoir asseoir leur entreprise et pour pouvoir mieux avancer et d'apporter justement cette mutualisation au niveau administratif, tout le reste. Et c'est pour ça que là, c'est important d'activer tout ce qui est subvention, tout ce qui est les travaux avec les collectivités, enfin tout ce qui existe pour que chaque personne ait sa partie. Par exemple, une entreprise, comme on nous a parlé tout à l'heure, il faut mettre ses œufs dans différents paniers. C'est pas intéressant qu'il fasse que du particulier. C'est plus sécurisant pour le client s'il fait un petit peu, il travaille un petit peu avec la mairie, il travaille un petit peu avec un sous-traitant, c'est qu'il fasse aussi du particulier parce qu'au moins il a 3 sources de revenus. Ceux qui ont souvent des problèmes, c'est les personnes aussi qui sont mono-clients. Ils n'ont qu'un seul type de client. Ils travaillent avec qu'un seul syndic, avec une seule agence immobilière, avec un seul réseau. Tous ceux qui sont mutualisés ont peu de problèmes. Hein. Et c'est pour ça nous on efforce d'apporter de la mutualisation. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment, à terme, le rendre accessible à tous nos artisans. Je reviens à vous. Là, je reviens à ce que je disais, c'est que comment vous pouvez amener vos consommateurs à avoir cette posture-là, d'être vraiment un peu comme pour les artisans, ne pas mettre les œufs sur le même panier, aller voir plusieurs prestataires. Monsieur Armoudou, c'est vrai qu'on y pense. Maintenant, je vais vous avouer que le consommateur en général, quand il décide de faire quelque chose, de faire construire une maison, il y va tout seul. Il ne vient nous voir que après, quand il y a des problèmes. Allez-y, dites-le. Quand il y a des problèmes, il vient me voir. Quand il y a des problèmes aussi. Allez-y, dites-le. C'est ça. Oui, malheureusement, souvent c'est ça. Ils ne viennent pas nous consulter avant. On pourrait peut-être donner des bons conseils, mais non. Et pourtant, on dit prévenir, c'est guérir, mais bon. Les achats, c'est sur des coups de cœur. C'est pas encore assimilé, ça. Il y a une telle envie d'avoir cette maison, ce rêve que de construire une maison pour la famille on ne pense pas qu'il peut y avoir des problèmes derrière. On y fonce tête baissée. On dit souvent que le rêve parfois se transforme en cauchemar lorsqu'on tombe sur des... Sur un os. Oui, j'allais dire sur des roches plutôt. Là. Par contre, je pense qu'il y a quand même un problème. Ouais. C'est un problème de formation ou de compétences des artisans. Je vais vous citer un petit exemple qui est édifiant. Des gens sont venus me voir, ils avaient acheté une clôture bois pour mettre autour de leur propriété. C'était une clôture de bonne qualité, de bonne facture. Et la société leur a dit même qu'ils assuraient plus d'une dizaine d'années de garantie sur la clôture, à condition de la faire installer par une entreprise qu'ils agréaient eux. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est l'entreprise a fourni le matériel, a posé la clôture, l'a installé et tout. Seulement manque de chance. Ils ne savaient pas qu'il y avait des éléments à mettre sur les poteaux qu'ils n'ont pas mis. Les poteaux ont pourri. Hein. La clôture est en train de tomber. L'entreprise ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Elle dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas les chapeaux sur les poteaux. Alors qu'ils étaient tenus normalement de les fournir. Puisque c'est... Et là, on va vers des litiges interminables. Parce que maintenant, pour reposer une clôture, l'entreprise veut bien, enfin, le fournisseur de la clôture veut bien refournir les éléments abîmés. Seulement, il faut tout reposer. Et bien, le poseur ne veut plus faire le travail. Et donc, ça, on voit bien que c'est des problèmes de compétences. Quelque part, soit ils ne savent pas faire, soit je ne sais pas. Alors, justement, là, on parle de ça. On n'a pas parlé de malfaçon, justement, puisqu'on parlait de décennale tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu livraison des travaux, et là, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, on découvre les mauvaises surprises. Voilà. Alors,
là-dessus, par contre, il y a quand même pas mal de problèmes aussi. Hein. Ah, il y en a beaucoup, oui, plein. Là, on en voit en permanence. Et personnellement, des portes mal posées, des trucs qui ne ferment pas, les gens qui ont commandé des portes alu avec des stores qui déroulent, le store reste coincé comme ça. Enfin, il y en a plein. est-ce qu'il y a une assurance, est-ce qu'il existe aujourd'hui une assurance qui garantit à celui qui fait ce projet que quoi qu'il arrive, il est couvert? Est-ce qu'aujourd'hui, hormis la décennale, le dommage ouvrage, il n'y a pas? A priori, il n'y en a pas. Je me suis renseigné encore juste ce soir même. J'ai cherché s'il y avait quelque chose, mais... Du tout. Non. Le problème, en fait, c'est qu'on est sur des métiers manuels. C'est-à-dire que quelqu'un peut être bon lundi et mardi, il peut être mauvais. Donc, pour un assureur, aujourd'hui, sortir une garantie à 100% sur ces métiers-là, c'est pas possible. Même sur des maisons usinées, faites 100% automatisées, etc., comme elles vont devoir, à un moment donné, avoir de la finition, avoir quelque chose, on ne peut pas garantir à 100% une construction. Parce qu'il y a quand même le côté humain. Enfin, si en Chine, il y a des maisons là où est-ce qu'ils font comme les imprimantes 3D, ils font des maisons maintenant automatisées, etc. Mais ça, je pense qu'on a encore une vingtaine d'années avant que ça soit vraiment abouti et efficace. Et d'ici là, peut-être qu'il y aura des garanties, mais on est sur de l'humain. Hein. Tout ce qui est travail manuel, donc a une plus-value. Si on veut un maître artisan, ça a un coût. Et si on veut prendre quelqu'un qui a fait juste un CAP bâtiment et qui est par contre bon bricoleur, mais n'est pas bon par exemple pour les clôtures, quand on signe, bien souvent les gens sont conscients qu'ils signent avec quelqu'un qui n'est pas forcément au top, mais ils prennent le risque parce qu'ils se disent non, mais effectivement ça va passer. Il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aujourd'hui, alors que le salon de la maison s'ouvre demain, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui a envie de construire, de rénover sa maison, pour être sûr que quand les travaux commencent, ça aille jusqu'au bout et que l'argent qu'ils ont investi soit vraiment bien investi? D'abord, moi je dirais se faire aider parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein. Ensuite, il faut bien prendre les étapes une par une, choisir son artisan, vérifier que l'artisan il est financièrement solide, donc il ne nous laissera pas tomber en cours de route. Ça, c'est un peu plus difficile à faire, c'est vrai. Ensuite, bien vérifier la totalité des travaux, avoir bien une liste de tout ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il y aura dans la maison, c'est très important. Vérifier que la personne a bien pris les assurances qui vont bien, hein, sa garantie décennale, la garantie d'achèvement de travaux. Et ensuite, là, comme on dit. Alors, Romuald de Grondin, comment qu'il puisse aller tranquillement faire son projet? Déjà, je pense que le premier, donc si un projet de construction classique, la première personne qui est indispensable, c'est le dessinateur maîtreur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire la demande de permis généralement, c'est lui qui va faire tous les plans. Mais quelque chose qu'ils oublient souvent de faire, c'est les plans de tout ce qui est l'intérieur de la maison. Je vois quasiment 90% des plans, il n'y a pas de plan de l'intérieur de la maison. C'est-à-dire qu'on paye un package pour pouvoir faire un plan de l'extérieur, mais en aucun cas, alors que la partie à vie va être quand même l'intérieur, c'est la partie où il y a le plus souvent des difficultés en termes de malfaçon sur le second œuvre, les finitions. C'est indispensable à mon avis aujourd'hui. Quand on achète une cuisine, on la voit bien sur plan avant. Quand on achète une voiture, on va la voir, on va la tester, on la regarde. Pourquoi quand on fait une maison aujourd'hui, on ne fait pas de plan de l'intérieur? C'est quand même quelque chose qu'on va utiliser pendant 20 ans, 25 ans et on va avoir un prêt, mais on oublie cette chose hyper importante. C'est-à-dire qu'il faut que moi je sache où est-ce que va être mon interrupteur, comment va être mon carreau, exactement que je définisse et que mon constructeur signe vis-à-vis de ça. Ça, c'est indispensable. Non, ça, c'est un problème de financement aussi. Les gens font construire une maison et ensuite, ils aménagent leur cuisine 2 ou 3 ans après, et ainsi de suite. Parce que là, ils vont retrouver un peu de financement. Alors que s'ils font tout ensemble, ça fait effectivement des grosses sommes et ça peut expliquer ce que vous C'est ça, mais par contre, même si je le fais... Il nous reste moins de 10 minutes. Ouais. Je voudrais juste conclure avec Denis Bruyère. Alors, sur ce salon, qu'est-ce que vous allez apporter? Alors, nous, on va mettre en place, en fait, on va mettre en avant donc, notre plateforme pour que les clients puissent s'inscrire donc gratuitement chez nous et avoir des artisans donc les plus rapides et des artisans qui sont donc qualifiés et suivis par toute notre plateforme, notre équipe. On arrive au régional, la prochaine mandature c'est après décembre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les entreprises justement soient un peu plus solides, plus crédibles aussi?
Moi, je pense qu'il y a un travail à faire en amont aussi des entreprises. Aujourd'hui, on s'inscrit chef d'entreprise à ETP sans vraiment vérifier les compétences. Peut-être qu'il y a un travail à faire, ne serait-ce que d'avoir des diplômes ou un certificat de compétences qui prouve mon savoir-faire, du moins. Et bon, la région, comme je l'ai dit, va accompagner les entreprises. On accompagne les groupements professionnels sur les plans d'action. On ne peut pas accompagner, la norme européenne fait qu'on ne peut pas accompagner les entreprises du BTP comme les commerces, etc. Mais on accompagne les groupements professionnels. Et c'est là où l'action de Hommes Travaux va être efficace si ils peuvent apporter, soulager les chefs d'entreprise cette partie administrative et financière qui pose problème. Souvent, la comptabilité est faite par la femme ou la fille, mais qui n'ont pas forcément des compétences. On n'est pas financier ni comptable tout le monde. Patricia Robert, il vous reste 1 minute pour conclure, donc on va vraiment s'arrêter là. En tout cas, merci à vous 4. Merci donc à Romain Grondin et Denis Bruyère pour la plateforme des artisans et des entreprises. Merci à Patricia Robert, donc conseillère régionale en charge des entreprises. Merci à vous, Jean-Pierre Lajoie, pour UFC Que Choisir et pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Boris et à la réalisation. Merci à Raïssa Rama et à Sylvie Grondin pour leur participation. Merci à vous de rester fidèles à Télé Créole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.